18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est toujours avec Jean-Yves Camus qui est politologue. On se posait la question du décalage entre les politiques et les Français. Il y a un sondage, Elabé, qui est paru il y a je crois hier, qui donne la personnalité politique considérée comme la plus proche des citoyens. La question qui a été posée aux personnes sondées, c'est qui se préoccupe de la vie de gens comme vous? Eh bien, la personne qui arrive en tête et qui est la personne qui est jugée la plus proche des préoccupations des Français, c'est Marine Le Pen. À 37% dans ce sondage, ça veut dire quand même qu'il y a 63% des Français qui jugent qu'elle n'est pas proche de leurs préoccupations. Derrière elle, assez loin, il y a Emmanuel Macron, il y a aussi Fabien Roussel qui est juste derrière elle, et les Verts. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen est jugée plus proche des préoccupations des Français, Jean-Yves Camus? C'est un phénomène assez ancien. Il ne faut pas oublier que dans la liste des sujets qui motivent les électeurs à voter pour le Rassemblement national, il y a au premier plan le pouvoir d'achat. Elle leur parle de leur pouvoir d'achat. Il y a assez loin derrière la sécurité ou l'insécurité. Il y a très loin derrière l'immigration. Donc, effectivement, elle parle beaucoup de pouvoir d'achat. Elle a fait beaucoup de sorties dans des zones où on voit peu de dirigeants politiques. Je me souviens de cette... d'abord, vous savez, de cette rentrée politique qu'elle effectuait dans un petit village de la Haute-Marne qui lui donnait régulièrement la majorité des voix à l'élection présidentielle. Elle appelait ça, je crois, le Tour de France des oubliés. Et puis, il y avait eu divers déplacements de campagne dans des coins, à vrai dire, assez peu fréquentés par les stars des plateaux, en Picardie. Les Ardennes, personne ne va aux portes d'un certain nombre de sites industriels qui étaient en train de fermer. Donc je crois que c'est ça qui finit par, j'allais dire, se stratifier et la mettre en tête des bonnes opinions. Pour autant, le président de la République n'est pas totalement, j'allais dire, à la ramasse sur ce sujet-là. Pas complètement, oui, 24%, quand Marine Le Pen est à 37%, et Fabien Roussel qui arrive en deuxième position. Nathan Devers, c'est logique. Deux petites remarques. Peut-être la première, c'est que c'est dans la continuation un peu de ce que je disais tout à l'heure sur le terrain. C'est qu'en effet, Marine Le Pen, si on attend ce qu'on appelle... quand on demande à un politique d'être proche des préoccupations des gens, c'est en effet de faire des sorties sous haute surveillance médiatique dans des endroits supposés non médiatiques. Alors là, Marine Le Pen est championne de ce supposé terrain, alors qu'elle est d'origine plus bourgeoise d'ailleurs qu'Emmanuel Macron. Je lui en fais pas le reproche, personne ne choisit sa naissance. Mais enfin, et c'est pas ni son milieu social, mais elle n'est pas particulièrement dans cette logique-là. Et deuxièmement, c'est qu'en effet, là où il y a quelque chose d'indéniable, c'est qu'il y a une faillite de la gauche. Si Marine Le Pen a choisi de mettre un discours social ou pseudo-social au premier plan, si ça a fonctionné, c'est précisément parce qu'à côté, il y a toute une gauche qui n'a pas pu faire ce travail depuis longtemps. Et même, je ne devrais pas le dire au singulier, c'est des gauches. Il y a une gauche qui, c'est le fameux rapport de Terra Nova, a décidé que ce sujet-là n'était pas central. Et il y a une autre gauche, la gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui a mis d'autres préoccupations plus sociétales et surtout avec une stratégie de conflit permanent, de polémique permanente et de clivage permanent, effaçant son programme social de la visibilité. Donc c'est aussi la défaite majeure de la gauche, parce que s'il y avait une vraie gauche qui faisait vraiment son travail, le programme social de Marine Le Pen, il passerait vraiment au second plan. Personne n'y prêterait attention. Une vraie gauche, elle existe encore, Monsieur Camus? Mais ça devrait exister, une gauche qui notamment sortent des villes. Ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner, mais ce sont ces fiefs aujourd'hui. Ce sont même pratiquement ces uniques fiefs. Or, la gauche, dans son histoire, ça a aussi été, et c'est un de ses grands problèmes, une gauche populaire assise sur les zones industrialisées. Moi, j'ai vu, à Carmaux, des militants qui étaient tourneboulés par l'entrée au conseil municipal de deux représentants, je crois, du Front National, et qui me montraient la carte d'adhérent à la SFIO de leur aïeul en 1905, l'année de la fondation de la SFIO, qui avait régné sans partage, elle et ses descendants, jusqu'au Parti Socialiste, aux dernières décennies, sur ce fief, mais qui était un fief industriel. Terre de Jaurès. Aujourd'hui, il n'y a plus. Voilà, terre de Jaurès. L'Occitanie, il reste encore en Occitanie, c'est peut-être une des dernières régions françaises où ce socialisme-là essaye de demeurer. Là où il a totalement disparu, dans le Nord-Pas-de-Calais, du radical socialisme, oui, ça existe encore, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, la faillite du modèle industriel, reculé, quand même, un gros reflux de la gauche.
J'aimerais qu'on avance parce que pour les Français, ils ont le sentiment vraiment, c'est même pas un sentiment, que plus rien ne fonctionne dans notre pays. On va parler de l'immigration, mais on va parler de ce témoignage de Marie-Lorraine que j'évoquais tout à l'heure dans le sommaire. Une femme qui a été agressée à son domicile, elle est handicapée et ça fait plus de 5 ans qu'elle attend le procès de ses agresseurs. Écoutez ce reportage de Michael Chailloux et on va en parler de l'état de la justice dans notre pays. 12 juillet 2019, à 3h du matin, 4 hommes pénètrent par le balcon dans cet appartement d'Angers. Ils séquestrent et violentent Marie-Lorraine pour lui soutirer des bijoux. Elle est atteinte d'une maladie dégénérative, mais elle réussit à faire fuir ses tortionnaires qui seront vite identifiés grâce à cette caméra de vidéosurveillance. Leur procès doit se tenir le 21 janvier 2025, près de 6 ans après les faits. J'ai subi une agression très violente. Et je subis une deuxième agression du système judiciaire français actuellement. Est-ce que je serai encore vivante à la prochaine audience? Si l'instruction était close dès 2020, l'affaire a été renvoyée à 4 reprises, notamment pour des questions d'embouteillage du système judiciaire. Sans procès, Marie-Lorraine ne peut pas tourner la page. Moi, je veux vraiment voir ces personnes, entendre au moins leurs excuses. C'est une prison à ciel ouvert parce que je me sens punie par le système judiciaire. C'est une punition à laquelle, franchement, je crois que je n'y ai pas le droit. 49 conciliations, c'est le nom du groupe qu'elle a lancé sur les réseaux sociaux pour recueillir les témoignages de victimes comme elle, prisonnières d'un système judiciaire en souffrance. C'est très important ce que dit cette femme, Éric Revel, Marie-Lorraine. Elle dit « Je me sens punie par le système judiciaire ». Il y a énormément de Français qui ont exactement le même discours, le même ressenti. Mais vous voyez, dans ce cas précis, la justice manque peut-être de moyens, mais elle manque d'humanité. Parce que c'est la 4e fois, en fait, qu'on lui dit « Madame, on est désolé, il y a trop de dossiers, donc le vôtre viendra plus tard ». Si la justice, pardonnez-moi, on est en début d'année, on peut souhaiter des vœux. Si on pouvait souhaiter quelque chose à la justice, c'est de faire preuve d'humanité. Parce que cette dame dit, pourvu que je sois encore en vie, elle a une maladie dégénérative, au moment où mon dossier viendra sur le bureau du tribunal. Mais une justice, même si elle manque de moyens, qui aurait plus d'humanité, pourrait considérer que ce cas est un cas, pardonnez-moi, qui ne peut pas attendre, sans doute, puisque cette femme, malheureusement, est malade. Eh bien non, on lui dit, vous passerez comme les autres un peu plus tard, parce qu'on n'a pas les moyens de traiter votre dossier. Vous voyez, ça, ce sont aussi des signes de renoncement de la République, de petits reculs dans la vie quotidienne des Français. Vous voyez, je pense à cet élève juif qui était obligé de changer de lycée et qui dit presque banalement, non, tout va bien, j'ai encore des croix gammées dans le hall de mon immeuble, mais vous voyez, on s'habitue à ça. Eh bien, on déplace un enfant victime d'antisémitisme. C'est la victime qu'on déplace. Ça aussi, c'est un recul, c'est un petit renoncement de la République. Et après, étonnons-nous que les Français soient en colère contre le système. Et donc, et la tentation de l'antisystème. Voilà. Bien sûr. Jean-Yves Camus. Alors, la justice manque de moyens, malgré les postes qui ont été récemment créés. Elle manque incontestablement de moyens humains. Mais en même temps, si on veut, je fais exception du cas que nous venons de voir, qui est assez particulier. Si on veut comprendre pourquoi il y a des procédures judiciaires à rallonge, il faut aussi prendre en compte le fait que l'idéologie de la multiplication des droits et l'idéologie de la multiplication des normes créent mathématiquement un encombrement du système judiciaire. Il y a une étude très intéressante qui est parue aux États-Unis et que j'avais répercutée en France. Elle ne vient pas de ma famille politique, elle vient de la National Review, grande revue conservatrice américaine, qui expliquait qu'aux États-Unis, le système de prolifération des normes avait créé une sorte d'hypercaste, notamment chez les avocats et autres praticiens du droit, dont la spécialité était à chaque nouvelle loi de trouver le truc pour la contourner, qui pouvait permettre de contourner ou de faire bugger le système et d'engranger des honoraires absolument faramineux sur une micro-spécialité qui disparaîtrait automatiquement si jamais la norme était supprimée. On en parlera tout à l'heure, on abordera le volet immigration dans un instant. Mais justement, pour compléter ce qui vient d'être dit et pour donner un exemple concret, dans les tribunaux administratifs, dans les tribunaux administratifs, 40% des dossiers concernent des recours
pour des personnes sous OQTF. 40% donc, des les tribunaux sont engorgés. Uniquement complètement saturés. Oui, Louis Dragnel. Non, moi, si je voulais. Et après, on va parler du dossier évidemment, mais immigration. le sentiment que beaucoup de Français ont, et moi je le vois même dans mon quotidien, c'est que les gens ont le sentiment que plus rien ne marche. J'ai listé quelques sujets. La santé, il y a eu le Ségur de la santé, il y a eu des enseignements du Covid, il y a eu des milliards qui ont été dépensés, et les gens se disent, bon, il y a tout cet argent, mais à l'hôpital, il y a toujours des engorgements, et je veux trouver un dermato, il faut que j'attende un an. La justice, il n'y a jamais eu autant d'argent. Non mais saluons-le. Non mais objectivement, Emmanuel Macron, avec sa loi sur la justice, c'est un budget considérable, des recrutements considérables, des augmentations considérables. Et puis, il y a une semaine, on apprend tous les chiffres de la surpopulation carcérale. On est à 123% de surpopulation. Et je regardais un peu le détail. Il y avait quand même 7000 places de prison qui devaient être construites pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Il y en a eu seulement 2441, c'est-à-dire 35% de l'engagement initial. On regarde les raisons et en fait, chevauchement, des livraisons des places, ils n'avaient pas comptabilisé le nombre de nouvelles places par rapport à celles qui avaient été détruites. Évidemment, voilà, des retards de livraison et puis refus d'élus locaux. Donc mauvaise relation entre le ministère de la Justice et les élus locaux qui ont peur. Et je termine juste avec 2 exemples. Donc l'immigration, on va en parler. Le social, il n'y a jamais eu autant d'aide. Et pourtant, vous écoutez les Français, ils ont l'impression que l'État les abandonne. Et je pense que tout ça est l'illustration du fait que de plus en plus, à cause du marketing politique, les politiques veulent faire plaisir à tout le monde et ils finissent par ne faire plaisir à personne. Parce qu'à force de cibler, de segmenter, eh bien, il faut quasiment autant d'aide et de promesses qu'il existe de Français. Ils ont perdu la vision d'ensemble. Et c'est pour ça, et je termine ça, je chute là-dessus, je pense qu'une des raisons de la montée de Marine Le Pen, c'est qu'elle n'est pas dans des débats lyriques, métaphoriques sur des grandes idées de la marche du monde. On parle de la vie des gens. Son programme est assez basique, c'est remettre de l'ordre et simplifier ce qui est compliqué en essayant de mettre le plus de bon sens possible. Et forcément, ça parle à des gens qui sont noyés dans les méandres administratifs, qui ne savent pas à qui il faut demander son aide, à qui il faut envoyer ces dossiers, qui n'en peuvent plus. Et je pense qu'une grande partie de son succès vient de là. Monsieur Camus, vous voulez rajouter quelque chose ? C'est vrai sur un certain nombre de questions très très basiques où l'usager a l'impression qu'il est en face d'une machine et qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Moi, j'ai par exemple connu l'expérience d'une sortie d'hôpital. Donc, j'étais rentré pour un AVC assez massif. Et où à la sortie, on m'a présenté une note de 9 000 euros. Okay. Écoutez, c'est curieux, ça fait beaucoup. Pas vous le payer. Ah ben oui, mais monsieur, quand vous êtes rentré, vous n'avez pas signé votre prise en charge à 100%. Et monsieur, je ne pouvais rigoureusement rien signer, je ne pouvais pas. Et j'ai mis pratiquement 1 an avant de faire comprendre à la machine administrative que, bah oui, il y avait eu une impossibilité au départ, et quand il fallait être rationnel. À un moment donné, il fallait remettre les choses au carré. J'ai dernièrement fait une formalité, j'ai aidé quelqu'un à faire une formalité de radiation d'entreprise. Mais si vous n'êtes pas un whiz-kid de l'informatique, vous n'y arrivez pas. C'est censé être un système simplifié via France Connect, et en fait, vous y passez grosso modo une demi-journée pour radier. Pour créer, c'est encore plus dur. Et ce qui est triste constat, Florian Tardif. Et après, on parle de l'immigration. Marine Le Pen, aujourd'hui, s'explique par le fait qu'elle parle aux gens qui, lorsqu'on leur a promis que la mondialisation était le train merveilleux dans lequel tout le monde allait pouvoir monter, ces gens-là sont restés à quai. Et aujourd'hui, la grande force de Marine Le Pen, c'est qu'elle parle justement à ces gens-là. Tout à l'heure, on parlait des nombreuses procédures administratives ou autres. On a promis pendant des années, dans les années 80, 90, 2000, que ces procédures allaient être accélérées grâce à la numérisation. On leur a promis également qu'ils n'avaient plus besoin de travailler à l'usine et que leur pouvoir d'achat, dans le même temps, allait augmenter. Les usines ont fermé, le pouvoir d'achat a baissé, etc., etc., etc. Et ce qui explique ce sondage, je pense, c'est justement cela. C'est-à-dire que les Français, aujourd'hui, qui ont voté massivement pour Marine Le Pen, au moins à hauteur de 36%, comme vous le relayez depuis tout à l'heure, ce sont, en tout cas dans ce sondage, ce sont ces gens qui sont restés à quai. Alors, Nathan Dever, un petit mot avant d'en parler. Je pense qu'il y a 2 éléments dans le succès actuel de Marine Le Pen. Le premier élément, clairement, c'est cette logique du « on n'a pas essayé Marine Le Pen » et en effet, il y a des choses qui ne vont pas et c'est un vote de souffrance aussi en grande partie, et souffrance qu'il faut entendre, souffrance qu'il faut comprendre et souffrance devant laquelle il ne faut absolument pas ni fermer les yeux ni avoir la moindre condescendance. Le tableau que vous décrivez
à savoir le fait que la France est un pays où il y a énormément d'impôts, et c'est heureux, mais où on peut se questionner sur l'utilisation de ces impôts. Et en effet, vous racontiez une anecdote, je sais pas moi, je vais raconter il n'y a pas longtemps, quand j'étais allé à la Riboisière une nuit, j'étais sidéré de voir l'état d'un hôpital, comment ça fonctionnait. C'était vraiment, c'était une catastrophe absolue. Donc, et on en a tous des choses comme ça. Et bon, ça c'est la première chose. La deuxième quand même, c'est qu'il me semble que depuis un certain temps, notamment depuis quelques mois, il y a un certain nombre de gens qui ont décidé que Marine Le Pen était devenue parfaitement fréquentable, était devenue parfaitement républicaine. On l'a vu il y a 2 jours avec les propos de Luc Ferry, et que ces gens-là, on l'a vu avec les propos d'Emmanuel Macron vis-à-vis d'Elisabeth Borne, quand il avait dit qu'il ne fallait plus rappeler à Marine Le Pen l'histoire du Rassemblement national. Donc, si vous voulez, c'est aussi qu'il y a des gens qui ont décidé, et même des gens qui sont parfois, qui sont des adversaires du Rassemblement national. C'est là que la chose est la plus rigolote, si c'était une parodie. Des gens qui ont décidé que finalement Marine Le Pen, c'était formidable. Et à mon avis, ça, c'est quand même majeur, parce qu'il y avait un facteur d'inhibition face au vote de Marine Le Pen, de gens qui disaient moi, si ce n'était pas elle, je voterais peut-être pour elle. Bon, ce genre de choses, des déclarations comme celle par rapport à Elisabeth Borne ou Luc Ferry ou d'autres, il y en a plein, c'est aussi une manière de dire là, vous pouvez y aller, le feu est vert. Et ça, c'est un élément majeur, évidemment, de compréhension. Juste le rappel des titres de l'actualité, 18h31 sur CNews et Europe 1 par Simon Guillain. Simon. Le groupe État islamique revendique l'attentat qui a fait 84 morts en Iran. Une double explosion s'est produite hier près de la tombe du général Qassem Soleimani, qui est l'ancien architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient. L'État islamique indique que 2 de ses membres ont activé leur ceinture explosive. Un deuxième navire français est en route vers le Proche-Orient pour délivrer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Selon la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, 1000 tonnes d'aide ont déjà été livrées à la population gazaoui par la France depuis le 28 octobre. Et puis aux États-Unis, des tirs dans un lycée de l'Iowa ont fait plusieurs victimes. Le bilan n'a pas encore été communiqué par la police. Heureusement, peu de lycéens et d'enseignants étaient présents dans l'établissement, précisent les autorités américaines. Il s'agissait du premier jour d'école après les vacances d'hiver, Laurence. Merci beaucoup, Simon Guillain, pour ce rappel des titres de l'actualité. Dernier exemple pour montrer à quel point le système dysfonctionne. Florian Tardif, vous vous êtes plongé dans le rapport de la Cour des comptes sur l'immigration. Ce rapport est absolument éclairant sur l'impuissance de l'État français, qui est souligné d'ailleurs par la Cour des comptes, à enclencher une procédure d'expulsion des personnes qui n'ont rien à faire sur notre sol. Laurence, faites-nous un petit topo rapide. On va commencer par l'arrivée d'un migrant sur le territoire national qui vient de franchir la frontière. Il est arrêté par la police aux frontières. Cette dernière ne prend que son identité déclarée. C'est-à-dire qu'on n'aura pas enregistré dans nos fichiers l'identité exacte de l'individu, ses empreintes n'auront pas été prises, etc. etc. Ensuite, je raccourcis puisque le rapport fait 140 pages environ. Lorsque l'on a repéré un individu en situation irrégulière, qu'il est sous le coup d'une OQTF, il y a un certain nombre de recours. On en a longuement parlé, notamment dans le cadre des débats autour de la loi immigration. Ces recours ont augmenté quasiment de 3,5% en 10 ans, ce qui vient saturer, et on en a parlé tout à l'heure, les tribunaux administratifs. Et dernier point, lorsqu'on a identifié l'individu en situation irrégulière, qu'on a obtenu ce fameux laissez-passer consulaire, parce qu'on a identifié le pays d'origine, que nous avons réussi avec ce pays d'origine à obtenir ce fameux laissez-passer, là encore, on arrive à expulser moins d'un individu sur 2, 47% précisément. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans la plupart des cas, 3 cas sur 4, on fait appel à des vols commerciaux pour pouvoir réaliser cette expulsion et qu'on se heurte soit au refus de la compagnie aérienne, soit au refus du commandant de bord, soit au fait que des passagers se plaignent, tout simplement parce que les individus en question savent très bien que s'ils créent des heurts dans l'appareil, ils peuvent être débarqués et à ce moment-là, moins d'un individu sur 2 est expulsé. Jean-Yves Camus, ces dysfonctionnements en série qu'on voit dans tous les secteurs de la société, ils alimentent le vote pour Marine Le Pen et le Rassemblement national ? Oui, incontestablement, parce que Marine Le Pen dit si j'arrive au pouvoir, cette affaire, je vais la résoudre, passez-moi l'expression, du coup de cuillère à peau. Le problème, c'est que je ne sais pas, je suis très modeste dans mon appréciation, comment on trouve une réponse qui soit dans les clous de la loi, puisque nous sommes dans un état de droit et que le droit de recours existe. Je ne sais pas comment on fait pour renverser la vapeur. Je ne sais pas comment on fait pour déterminer la véritable nationalité d'un individu qui se prononce comme venant d'être tel ou tel pays, ce qui n'est pas forcément vrai.
qui se présente sous telle identité qui n'est pas forcément la sienne. Quant à la question des laissez-passer consulaires, encore une fois, il y a un certain nombre de pays qui, de manière systématique, refusent de les accorder. Je ne sais pas comment on débloque. Bon, voilà, on ne sait pas, mais on va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant avec Nicolas Bavrez, historien. On va poursuivre ce débat sur ce qui dysfonctionne dans notre pays. On va parler aussi de ce qui se passe aussi à l'international. A tout de suite dans Punchline sur CNews Europe.